Connaissance, recherche, sciences, et sciences mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Traitement de substitution. Donc là, le taux d'infection reste très élevé. Et dernièrement, chez les hommes homosexuels, on voit une recrudescence de nouvelles infections, aussi parce qu'il n'y a pas eu de programme spécifique. Beaucoup plus controversé, c'est est-ce que le traitement d'une maladie sexuellement transmissible qui donne des lésions, des ulcérations, une inflammation, est-ce que et qui avait été montré dans pas mal d'études d'être associé par un risque plus élevé pour le VIH, est-ce que si on traite ces maladies infectieuses à grande échelle, qu'est-ce que ça fait? Et une première étude qui a été faite à Mwanza en Tanzanie avait trouvé qu'effectivement, on peut faire baisser d'à peu près 50%, c'est énorme, le taux d'infection du VIH, donc le risque d'un VIH. Mais après, il y a d'autres études qui n'ont rien trouvé. Donc, le risk ratio était d'à peu près de 1, donc ça veut dire que ça ne faisait aucune différence. Et là, l'explication est sans doute que en Tanzanie, à l'époque, l'intervention était faite à une époque où l'épidémie était en pleine expansion, tandis que les autres études étaient venues à un moment où il y avait une stabilisation de l'épidémie. Maintenant, l'année passée, Esther Duflo vous a parlé beaucoup de son approche de mesurer l'impact d'intervention et elle a travaillé aussi sur le sida. Et elle a fait des études très intéressantes, mais avec une approche qui est complètement différente des approches biomédicales. Ici, ça c'est au Kenya qu'elle a fait cette étude, où il y a un grand problème d'infection chez les jeunes filles, les filles. Et elle a examiné plusieurs choses. D'un côté, ici, ça s'était donné un uniforme aux filles gratuitement, comparé à des filles qui devaient payer, etc. Est-ce que ça fait une différence? Et effectivement, la différence n'est pas énorme, mais il s'agit quand même de beaucoup d'individus. Les filles qui ont eu des subsides pour payer l'uniforme avaient moins de grossesse, restaient plus à l'école. Et l'explication, c'est que ces filles n'avaient pas besoin de sexe pour l'argent, pas seulement pour payer l'uniforme, mais autre chose. Et puis, elle a fait aussi un essai très, très intéressant où on expliquait dans les classes, ça se fait dans une école ou dans plusieurs écoles, que le plus grand danger pour une fille, c'est les hommes, les vieux, les hommes adultes. Parce que ce sont eux-là, ce n'est pas les garçons de leur âge, mais c'est les hommes plus vieux. Les sugar daddies, comme on les appelle là-bas, et autres. Parce qu'effectivement, dans cet environnement, les filles disons de 18 ans sont infectées à peu près 8 fois plus que les garçons du même âge. Et c'est des filles qui sont infectées effectivement par des hommes plus vieux, plus âgés. Et ça, c'était l'explication. Très simple comme message. Et effectivement, elle a pu trouver un effet assez spectaculaire. Tout d'abord, ça c'était un message qui était bien reçu et ils avaient moins d'enfants et puis surtout moins souvent une grossesse avec un homme qui avait plus de 5 ans d'âge. Mais il faut dire que si on a appris une leçon dans ce qui concerne la prévention, c'est qu'il n'y a pas, disons, de potion magique, il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de magic bullet, comme disent les anglophones. Et il faut une combinaison
d'intervention. Et ce n'est pas étonnant parce que certainement quand on parle de transmission sexuelle, la sexualité ne se passe pas dans un vide, elle est déterminée par beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement l'endocrinologie, les hormones, ce n'est pas seulement l'argent. Donc il faut intervenir à plusieurs niveaux pour vraiment réduire ce risque d'infection. Et maintenant, il y a le concept de prévention combinée ou de combinaison qui prévaut et qui dit qu'il faut simultanément agir sur plusieurs fronts. D'un côté, des activités comme le préservatif, moins de partenaires, la circoncision, au moins dans les pays à très haute prévalence, le traitement, changement de comportement, et ça c'est ce qui est stratégie biomédicale, il n'y en a pas encore beaucoup, mais il y en a peut-être qui vont venir, et puis les questions de droits de l'homme. Et on voit que si on ajoute par exemple à la circoncision aussi une réduction du nombre de partenaires et une augmentation de l'utilisation du préservatif, on voit un effet beaucoup plus synergique. Et la question, c'est de quelle est la meilleure combinaison. On a aussi appris qu'il faut s'adapter aux gens. Et des entreprises qui font du marketing, surtout des choses que les gens doivent acheter, adoptent souvent des stratégies différentes dans différentes populations. En santé publique, nous ne faisons pas ça. On a une idée ou un schéma et puis, il faut que tout le monde s'adapte. Mais en fait, c'est le monde à l'envers. Et je me souviens au début, quand je suis arrivé à la tête de l'ONU-SIDA, à l'OMS, il y avait un schéma, un plan pour la prévention du VIH, qu'on soit en Chine, au Nicaragua, au Malawi, c'était la même chose. Et ça, c'était pas logique. Et il y a par exemple, ce n'est que le mode de transmission est différent dans différents continents. On sait qu'en Europe de l'Est, par exemple, et en Asie centrale, c'est les usagers de drogue qui sont les plus touchés. En Amérique latine, c'est un mélange. Comme en Asie du Sud et du Sud-Est. Et aussi, ça change. Mais oui, ici, vous voyez encore une fois les grandes différences entre plusieurs continents. Et on peut, schématiquement, on peut dire, c'est l'hétérosexuel qui est le dominant en Afrique, drogue en Europe de l'Est, et puis c'est un peu différent dans les autres continents. Le problème, c'est qu'on n'utilise pas nos ressources là où se trouve l'infection. Dans beaucoup de pays, on utilise les budgets pour le VIH, pour l'éducation générale, mais pas, par exemple, pour, ça c'est les hommes homosexuels, ou qui en Amérique latine, c'est là que se trouve l'épidémie, ou les prostituées. Donc ça il y a un décalage entre les ressources, le financement et l'épidémie. Comme je l'ai montré pour le Cambodge, l'épidémie change. Donc il ne suffit pas de dire, OK, on comprend l'épidémie ici en France et voilà, on a notre stratégie. Non, il faut la revoir tous les 3, 4, 5 ans. Il faut vraiment examiner, est-ce qu'on est toujours là sur la bonne route. Et ça, c'est pour la Thaïlande. Vous voyez la grande différence du début des années 90, quand l'épidémie était à son pic, et que maintenant, c'est surtout les couples stables et les hommes homosexuels qui sont les premiers touchés. Autre controverse, et ça c'est qu'il faut faire la différence entre la protection pendant
l'utilisation parfaite d'une méthode et l'utilisation pendant très longtemps et l'utilisation qu'on appelle l'effectivité. En anglais, on fait la différence entre effectiveness et efficacy. Et l'efficacité, c'est la protection, dans ce cas-ci, intrinsèque d'une méthode, par exemple la pilule contraceptive, et l'effectivité, ça c'est l'utilisation typique dans une population sur un long terme. L'abstinence, si on est observé parfaitement, ça protège, en pratique, presque à 100%. Mais en théorie, mais en pratique, hein, ici, ça c'est la théorie, et ça c'est la pratique sur toute une vie. Et donc il n'y a aucune méthode qui, pour les méthodes qu'il faut utiliser tout le temps, qui soit absolument parfaite. Ça, c'est l'avantage si jamais on a un vaccin à protection de longue durée ou la circoncision, parce que on est circoncis ou on ne l'est pas. Mais pas l'utilisation même du préservatif n'est pas absolue. Autre facteur qui a attiré beaucoup d'attention, ça c'est les partenariats, les partenaires simultanés. Oui. Dans un modèle mathématique où l'on a essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'en Afrique australe, il y a cette hyperendémie. Comment est-ce possible d'avoir des taux d'infection de 30-40% dans une population? Selon les modèles mathématiques originaux des années 80, ce n'était même pas possible. Et une des hypothèses, c'est que si quelqu'un a une relation sexuelle avec au moins 2 partenaires simultanément, pas au même moment, mais deux partenaires, le risque de transmission est beaucoup plus élevé et que c'est beaucoup plus efficace. Et si le taux de ce qu'on appelle concurrency, de simultanéité, est plus élevé, c'est ça ce qui explique l'épidémie en Afrique australe. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'évidence empirique. Il y a même une étude qui vient de sortir dernièrement qui montre que les couples polygames, dans les relations polygames, le taux d'infection dans ces populations est moins élevé que les couples soi-disant monogames. Mais ce que ça veut dire en pratique, c'est autre chose. Donc il y a là toute une recherche qui se fait pour mieux comprendre surtout les réseaux sexuels. Et l'explication est probablement beaucoup trop simpliste parce qu'il y a différentes et beaucoup de types de relations simultanées d'un point de vue de risque pour le VIH. Vous avez lu aussi dernièrement que il y a de plus en plus de voix qui disent que tout ce qu'il faut faire, c'est tester tout le monde et puis traiter, et puis voilà, c'est fini, on va éliminer. C'est ce qui a été dit même au congrès de the American Association for the Advancement of Science la semaine passée, ou cette semaine, je ne sais plus. Et c'est basé sur il y a un fond biologique réel, et ça vient d'études. Des études, c'est des couples discordants en Ouganda, fait par Tom Quinn et qui a été publié l'année passée. Et vous voyez que dans les couples discordants, donc dont un des deux est infecté et l'autre ne l'est pas, que ceux qui sont où la virémie, donc le taux de virus, qui est une mesure d'infectiosité, n'est pas mesurable, que le taux d'infection, le taux de transmission était très très bas, presque zéro, mais pas zéro. Et que si la virémie est élevée, le risque de transmission était très élevé parmi ces couples, plus de 20%. Bon, et ça c'est logique, quand on a moins de virus dans ces sécrétions, parce qu'il n'y a pas que le sang, mais aussi dans
dans le sperme, par exemple, les sécrétions cervico-vaginales, le taux de transmission sera plus bas. Il y a des modèles mathématiques qui disent que quand on applique ça, si on traite tout le monde qui est infecté, nous pourrons éliminer les nouvelles infections en 50 ans. Et ça aussi a eu beaucoup de publicité. Et en Suisse, il y a des médecins de l'hôpital cantonal de Genève et de Saint-Gall qui ont même préconisé, qui disent que si on suit un traitement antirétroviral efficace et on ne trouve pas de virémie, il ne faut pas se protéger dans les couples. Mais ça a été tout de suite nié et puis par les autorités sanitaires suisses. Et l'OMS y avait aussi une réunion sur cela, et la conclusion des experts était que peut-être dans des cas individuels, mais en faire une recommandation comme ça, c'est très dangereux. Quels sont les défis pour terminer? Les défis de la prévention, il y en a beaucoup, et je pourrais parler en fait pendant 10 heures de prévention, parce que c'est pour moi le grand défi du VIH. Ces dernières années, on a mis tout le poids sur l'accès au traitement, et c'était nécessaire avec des millions de gens qui meurent chaque année. Ça, ce n'est pas un regret ou une critique, mais maintenant, il faut mettre beaucoup plus le paquet sur la prévention. Et les défis sont des défis d'ordre opérationnel, comme la couverture, atteindre les gens qui en ont besoin et pas gaspiller l'argent de la prévention aux gens qui ne courent aucun risque. C'est la durabilité des interventions, le mélange des interventions, je donnerai des exemples de tout cela, l'adaptation à la dynamique épidémique, une bien meilleure gestion de l'argent disponible. Nous devons apprendre à mieux évaluer ce qu'on fait, est-ce que ça a un effet ou pas. Est-ce qu'il y aura de nouvelles technologies? En premier lieu, le vaccin. La réponse jusqu'ici est non. Et d'où viendra le leadership pour la prévention? Et je l'ai montré, nous n'atteignons pas les gens qui ont besoin de prévention. Et à l'échelle mondiale, vous voyez que moins de la moitié des gens au plus haut risque, avec le risque le plus élevé, ne sont pas couverts par les interventions de prévention. Mais c'est possible. Si ça, c'est un projet qui est financé par la fondation Bill Gates et le gouvernement indien en Inde. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était presque tous des anciens de McKinsey, des gens qui n'étaient pas très au courant qui venaient de la santé publique, mais qui ont utilisé une approche très business, qui ont travaillé avec les ONG, les associations, et avec dans ce cas-là, les prostituées, les usagers de drogue, et c'était aussi les camionneurs. Et ils atteignent presque tout le monde. Donc c'est possible si on y met le paquet. Durabilité. Partout en Europe et en Amérique du Nord, on voit soit une augmentation du nombre de nouvelles infections chez les hommes homosexuels, soit il n'y a pas de baisse. Parce qu'on a vu cette baisse dans les années 80 et ces 5-6 dernières années, il y a, comme par exemple dans mon nouveau pays d'adaptation, l'Angleterre, il y a une augmentation très très sérieuse du nombre d'infections chez les hommes homosexuels. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Une fatigue, et c'est un mélange d'hommes plus âgés et de jeunes. Les jeunes qui n'ont jamais vu les dégâts, les effets, la mortalité du VIH, et les plus âgés, peut-être une fatigue. On ne comprend pas très bien, mais la prévention ne sera jamais terminée, sauf si on a un vaccin absolument efficace. On a appris aussi qu'il ne suffit pas de faire des interventions, disons, mécaniques plutôt, mais aussi qu'il faut changer les normes au niveau social. Qu'est-ce qui est acceptable socialement comme
comme sexualité. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, ça c'est le fait que si quelque chose est illégal, comme l'homosexualité, comment est-ce que vous voulez qu'on organise la prévention? Donc il fallait vraiment décriminaliser l'homosexualité dans beaucoup de pays, parce que dans la majorité des pays au monde, l'homosexualité est un crime. Et il y a même la peine de mort dans pas mal de pays. Et c'est un des effets, et je vais en parler dans 2 semaines ou dans 3 semaines, c'est un des effets positifs dans mon esprit de l'épidémie du sida, que ça a promu quand même les droits de l'homme, de tout le monde, y compris pour les minorités sexuelles. Et en Inde, l'année passée, la Cour supérieure a déclaré que la loi qui date de l'époque britannique, qui interdit l'homosexualité, était contraire à la Constitution de l'Inde. Je répète, la sexualité n'arrive pas dans un contexte, dans un vide. Et il faut peut-être même développer d'autres terminologies, mais dans un contexte d'extrême pauvreté, où tout ce qu'on a, c'est son corps, pratiquement comme asset, comme marchandise. Est-ce que là, comment est-ce qu'on va aborder ça? Est-ce qu'on peut réussir avec la prévention du VIH dans un contexte de pauvreté absolue, surtout pour les femmes? Je ne dis pas qu'il ne faille pas l'utiliser, mais il faut bien en être conscient que les contextes de pauvreté, d'inégalité jouent un rôle très important. Et la semaine prochaine, je vais parler des aspects économiques du VIH. Ici, vous voyez encore une fois pour l'Afrique du Sud que dans la population noire et africaine, la moitié des gens n'ont pas d'emploi. Des hommes, ça c'est des hommes et des femmes. Mais ça, c'est un contexte où il est très difficile de travailler. Et puis, il y a une évolution. Il y a de nouvelles épidémies de VIH dont j'ai parlé dans ma leçon inaugurale, homosexuels en Asie de l'Est, en Asie du Sud-Est, des épidémies comme on en a eu ici dans les années 80, en Chine, en Malaisie, en Indonésie, où il y a une plus grande ouverture, plus ou moins, en tout cas dans un pays comme la Chine, pour l'homosexualité, grande épidémie. Même en Afrique, où l'homosexualité est un grand tabou culturellement dans beaucoup de pays, pas partout, on voit maintenant des taux d'infection parmi les hommes homosexuels qui sont très élevés et encore une fois qui nous font penser à ce qu'on a vu ici. On peut faire beaucoup mieux en termes d'utilisation de l'argent, je pense. Ici, ce n'est pas très clair, mais c'est une étude qui compare le coût de tester et de conseiller quelqu'un pour le VIH, et dans plusieurs pays. Et ça varie entre, ça c'est en dollars américains, entre 3 et 1000 $. Pour faire la même chose. Et bien sûr, il y a toujours des économies d'échelle et tout, ça c'est clair, mais il n'est pas normal d'avoir ces écarts. Et donc là, on doit augmenter l'efficience de ce qu'on fait en utilisant, à mon avis, des techniques qui viennent du secteur privé, pour faire un meilleur rendement des budgets qu'on a. Et ça deviendra beaucoup plus important avec la crise économique actuelle. Il faudra utiliser aussi les moyens du bord. Aujourd'hui, si on veut atteindre les jeunes, ça va se faire par MTV dans certains contextes, par les Twitter, tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux, et pas par des grandes plancards. Encore une fois, nous sommes vraiment en arrière quand il s'agit de communication et d'influencer les comportements en étant en santé publique. Il y a des efforts très intéressants qui se font en Afrique australe avec ce qu'on appelle Soul City et Love Life.
très direct, très controversé, parce que ça utilise le langage et les normes des jeunes qu'on essaye d'atteindre. Il reste la question du leadership. Voici un exemple, c'est le président Museveni de l'Ouganda, grand leader dans la lutte contre le sida, avec en fait le premier succès, le premier impact en termes de prévention en Afrique. Mais maintenant, il y a une recrudescence du VIH, il y a eu une augmentation de nouvelles infections et il y a maintenant une proposition de rendre l'homosexualité un crime capital avec la peine de mort en Ouganda. Et donc, il n'y a pas... l'histoire n'est pas toujours du progrès. Et donc, il faudra continuer le leadership. Quand on voit la controverse actuelle en Afrique du Sud autour du président Zuma, même chose. Donc, pour moi, c'est une question fondamentale. Qui va prendre le leadership? J'en ai pas parlé et ça vaudrait en fait une leçon à part. C'est toute la question de la drogue et la réduction des risques. Parce qu'il n'y a qu'une chose qui soit pire que le sexe dans l'esprit de certains gens, ça c'est la drogue. Et que là, on sait ce qui marche, l'échange de seringues, le traitement de substitution, et pourtant dans les pays les plus affectés par l'épidémie du sida dans un milieu de drogue, c'est-à-dire dans les pays de l'ex-Union soviétique, à part l'Ukraine, il y a un refus total au niveau politique d'accepter ces moyens. Et ça tue beaucoup de gens. Même chose en Thaïlande, comme je l'ai dit. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire pour... il y a encore un grand travail politique à faire. Voilà, je m'arrête ici et ça, c'est ma photo préférée d'une manifestation, mais bon, ça c'est... donc, il y a encore un grand agenda sur lequel je vais revenir dans ma dernière leçon, et c'est-à-dire le long terme, une vision à long terme où la prévention prend une place particulière. Voilà, merci beaucoup, et si vous avez des questions, je suis là. Non, merci. Anglophone. Et il faut une combinaison d'interventions. Et ce n'est pas étonnant, parce que certainement, quand on parle de transmission sexuelle, la sexualité ne se passe pas dans un vide. Elle est déterminée par beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement l'endocrinologie, les hormones, ce n'est pas seulement l'argent. Donc, il faut intervenir à plusieurs niveaux pour vraiment réduire ce risque d'infection. Et maintenant, il y a le concept de prévention combinée ou de combinaison qui prévaut et qui dit qu'il faut simultanément agir sur plusieurs fronts. D'un côté, des activités comme le préservatif, moins de partenaires, la circoncision, au moins dans les pays à très haute prévalence, le traitement, changement de comportement, et ça c'est ce qui est stratégie biomédicale, il n'y en a pas encore beaucoup, mais il y en a peut-être qui vont venir, et puis les questions de droits de l'homme. Et on voit que si on ajoute par exemple à la circoncision aussi une réduction du nombre de partenaires et une augmentation de l'utilisation du préservatif, on voit un effet beaucoup plus synergique. Et la question, c'est de quelle est la meilleure combinaison. On a aussi appris que il faut s'adapter aux gens. Et des entreprises qui font du marketing, surtout des choses que les gens doivent acheter, adoptent souvent des stratégies différentes dans différentes populations. Et en santé publique, nous ne faisons pas ça. On a une idée ou un schéma, et puis, il faut que tout le monde s'adapte. Mais en fait, c'est le monde à l'envers. Et je me souviens au début, quand je suis arrivé à la tête de l'ONU-SIDA,
à l'OMS, il y avait un schéma, un plan pour la prévention du VIH, qu'on soit en Chine, au Nicaragua, au Malawi, c'était la même chose. Et ça, c'était pas logique. Et il y a par exemple, ce n'est que le mode de transmission est différent dans différents continents. On sait qu'en Europe de l'Est, par exemple, et en Asie centrale, c'est les usagers de drogue qui sont les plus touchés. En Amérique latine, c'est un mélange. Comme en Asie du Sud et du Sud-Est. Et aussi, ça change. Mais oui, ici, vous voyez encore une fois les grandes différences entre plusieurs continents. Et on peut, schématiquement, on peut dire, c'est l'hétérosexuel qui est le dominant en Afrique, drogue en Europe de l'Est, et puis c'est un peu différent dans les autres continents. Le problème, c'est qu'on n'utilise pas nos ressources là où se trouve l'infection. Dans beaucoup de pays, on utilise les budgets pour le VIH, pour l'éducation générale, mais pas, par exemple, pour, ça c'est les hommes homosexuels, ou qui en Amérique latine, c'est là que se trouve l'épidémie, ou les prostituées. Donc ça il y a un décalage entre les ressources, le financement et l'épidémie. Comme je l'ai montré pour le Cambodge, l'épidémie change. Donc il ne suffit pas de dire, OK, on comprend l'épidémie ici en France et voilà, on a notre stratégie. Non, il faut la revoir tous les 3, 4, 5 ans. Il faut vraiment examiner, est-ce qu'on est toujours là sur la bonne route. Et ça, c'est pour la Thaïlande. Vous voyez la grande différence du début des années 90, quand l'épidémie était à son pic, et que maintenant, c'est surtout les couples stables et les hommes homosexuels qui sont les premiers touchés. Autre controverse, et ça c'est qu'il faut faire la différence entre la protection pendant l'utilisation parfaite d'une méthode et l'utilisation pendant très longtemps et l'utilisation qu'on appelle l'effectivité. En anglais, on fait la différence entre effectiveness et efficacy. Et l'efficacité, c'est la protection, dans ce cas-ci, intrinsèque d'une méthode, par exemple la pilule contraceptive, et l'effectivité, ça c'est l'utilisation typique dans une population sur un long terme. L'abstinence, si on est observé parfaitement, ça protège, en pratique, presque à 100%. Mais en théorie, mais en pratique, hein, ici, ça c'est la théorie, et ça c'est la pratique sur toute une vie. Et donc il n'y a aucune méthode qui, pour les méthodes qu'il faut utiliser tout le temps, qui soit absolument parfaite. Ça, c'est l'avantage si jamais on a un vaccin à protection de longue durée ou la circoncision, parce que on est circoncis ou on ne l'est pas. Mais pas l'utilisation même du préservatif n'est pas absolue. Autre facteur qui a attiré beaucoup d'attention, ça c'est les partenariats, les partenaires simultanés. Oui. Dans un modèle mathématique où l'on a essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'en Afrique australe, il y a cette hyperendémie. Comment est-ce possible d'avoir des taux d'infection de 30-40% dans une population? Selon les modèles mathématiques originaux des années 80, ce n'était même pas possible. Et une des hypothèses, c'est que si quelqu'un a une relation sexuelle avec au moins 2 partenaires simultanément, pas au même moment, mais
des deux partenaires, le risque de transmission est beaucoup plus élevé et que c'est beaucoup plus efficace. Et si le taux de ce qu'on appelle concurrency, de simultanéité, est plus élevé, c'est ça ce qui explique l'épidémie en Afrique australe. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'évidence empirique. Il y a même une étude qui vient de sortir dernièrement qui montre que les couples polygames, dans les relations polygames, le taux d'infection dans ces populations est moins élevé que les couples soi-disant monogames. Mais ce que ça veut dire en pratique, c'est autre chose. Donc il y a là toute une recherche qui se fait pour mieux comprendre surtout les réseaux sexuels. Et l'explication est probablement beaucoup trop simpliste parce qu'il y a différentes et beaucoup de types de relations simultanées d'un point de vue de risque pour le VIH. Vous avez lu aussi dernièrement que il y a de plus en plus de voix qui disent que tout ce qu'il faut faire, c'est tester tout le monde et puis traiter, et puis voilà, c'est fini, on va éliminer. C'est ce qui a été dit même au congrès de the American Association for the Advancement of Science la semaine passée, ou cette semaine, je ne sais plus. Et c'est basé sur il y a un fond biologique réel, et ça vient d'études, des études, c'est des couples discordants en Ouganda, fait par Tom Quinn, et qui a été publié l'année passée. Et vous voyez que dans les couples discordants, donc dont un des deux est infecté et l'autre ne l'est pas, que ceux qui sont où la virémie, donc le taux de virus, qui est une mesure d'infectiosité, n'est pas mesurable, que le taux d'infection, le taux de transmission était très très bas, presque zéro, mais pas zéro. Et que si la virémie est élevée, le risque de transmission était très élevé parmi ces couples, plus de 20%. Bon, et ça c'est logique, quand on a moins de virus dans ces sécrétions, parce qu'il n'y a pas que le sang, mais aussi dans le sperme par exemple, les sécrétions cervico-vaginales, le taux de transmission sera plus bas. Il y a des modèles mathématiques qui disent que quand on applique ça, si on traite tout le monde qui est infecté, nous pourrons éliminer les nouvelles infections en 50 ans. Et ça aussi a eu beaucoup de publicité. Et en Suisse, il y a des médecins de l'hôpital cantonal de Genève et de Saint-Gall qui ont même préconisé, qui disent que si on suit un traitement antirétroviral efficace et on ne trouve pas de virémie, il ne faut pas se protéger dans les couples. Mais ça a été tout de suite nié et puis par les autorités sanitaires suisses. Et l'OMS y avait aussi une réunion sur cela, et la conclusion des experts était que peut-être dans des cas individuels, mais en faire une recommandation comme ça, c'est très dangereux. Quels sont les défis pour terminer? Les défis de la prévention, il y en a beaucoup, et je pourrais parler en fait pendant 10 heures de prévention, parce que c'est pour moi le grand défi du VIH. Ces dernières années, on a mis tout le poids sur l'accès au traitement, et c'était nécessaire avec des millions de gens qui meurent chaque année. Ça, ce n'est pas un regret ou une critique, mais maintenant, il faut mettre beaucoup plus le paquet sur la prévention. Et les défis sont des défis d'ordre opérationnel, comme la couverture, atteindre les gens qui en ont besoin et pas gaspiller l'argent de la prévention aux gens qui ne courent aucun risque. C'est la durabilité des interventions, le mélange des interventions, je donnerai des exemples de tout cela, l'adaptation à la dynamique épidémique
une bien meilleure gestion de l'argent disponible. Nous devons apprendre à mieux évaluer ce qu'on fait. Est-ce que ça a un effet ou pas? Est-ce qu'il y aura de nouvelles technologies? En premier lieu, le vaccin. La réponse jusqu'ici est non. Et d'où viendra le leadership pour la prévention? Et je l'ai montré, nous n'atteignons pas les gens qui ont besoin de prévention. Et à l'échelle mondiale, vous voyez que moins de la moitié des gens au plus haut risque, avec le risque le plus élevé, ne sont pas couverts par les interventions de prévention. Mais c'est possible. Si ça, c'est un projet qui est financé par la fondation Bill Gates et le gouvernement indien en Inde. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était presque tous des anciens de McKinsey, des gens qui n'étaient pas très au courant qui venaient de la santé publique, mais qui ont utilisé une approche très business, qui ont travaillé avec les ONG, les associations, et avec dans ce cas-là, les prostituées, les usagers de drogue, et c'était aussi les camionneurs. Et ils atteignent presque tout le monde. Donc c'est possible si on y met le paquet. Durabilité. Partout en Europe et en Amérique du Nord, on voit soit une augmentation du nombre de nouvelles infections chez les hommes homosexuels, soit il n'y a pas de baisse. Parce qu'on a vu cette baisse dans les années 80 et ces 5-6 dernières années, il y a, comme par exemple dans mon nouveau pays d'adaptation, l'Angleterre, il y a une augmentation très très sérieuse du nombre d'infections chez les hommes homosexuels. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Une fatigue, et c'est un mélange d'hommes plus âgés et de jeunes. Les jeunes qui n'ont jamais vu les dégâts, les effets, la mortalité du VIH, et les plus âgés, peut-être une fatigue. On ne comprend pas très bien, mais la prévention ne sera jamais terminée, sauf si on a un vaccin absolument efficace. On a appris aussi qu'il ne suffit pas de faire des interventions, disons, mécaniques plutôt, mais aussi qu'il faut changer les normes au niveau social. Qu'est-ce qui est acceptable socialement comme sexualité? Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, ça, c'est le fait que si quelque chose est illégal, comme l'homosexualité, comment est-ce que vous voulez qu'on organise la prévention? Donc, il fallait vraiment décriminaliser l'homosexualité dans beaucoup de pays, parce que dans la majorité des pays au monde, l'homosexualité est un crime. Et il y a même la peine de mort dans pas mal de pays. Et c'est un des effets, et je vais en parler dans 2 semaines ou dans 3 semaines, c'est un des effets positifs dans mon esprit de l'épidémie du sida, que ça a promu quand même les droits de l'homme, de tout le monde, y compris pour les minorités sexuelles. Et en Inde, l'année passée, la Cour supérieure a déclaré que la loi qui date de l'époque britannique, qui interdit l'homosexualité, était contraire à la Constitution de l'Inde. Je répète, la sexualité n'arrive pas dans un contexte, dans un vide. Et il faut peut-être même développer d'autres terminologies, mais dans un contexte d'extrême pauvreté, où tout ce qu'on a, c'est son corps, pratiquement comme asset, comme marchandise. Est-ce que là, comment est-ce qu'on va aborder ça? Est-ce qu'on peut réussir avec la prévention du VIH dans un contexte de pauvreté absolue, surtout pour les femmes? Je ne dis pas qu'il ne faille pas l'utiliser, mais il faut bien en être conscient que les contextes de pauvreté, d'inégalité jouent un rôle très important. Et la semaine prochaine, je vais parler des aspects économiques du VIH. Ici, vous voyez encore une fois pour l'Afrique du Sud que dans la population noire et africaine,
la moitié des gens n'ont pas d'emploi. Des hommes, ça c'est des hommes et des femmes. Mais ça, c'est un contexte où il est très difficile de travailler. Et puis, il y a une évolution. Il y a de nouvelles épidémies de VIH dont j'ai parlé dans ma leçon inaugurale, homosexuels en Asie de l'Est, en Asie du Sud-Est, des épidémies comme on en a eu ici dans les années 80, en Chine, en Malaisie, en Indonésie, où il y a une plus grande ouverture, plus ou moins, en tout cas dans un pays comme la Chine, pour l'homosexualité, grande épidémie. Même en Afrique, où l'homosexualité est un grand tabou culturellement dans beaucoup de pays, pas partout, on voit maintenant des taux d'infection parmi les hommes homosexuels qui sont très élevés et encore une fois qui nous font penser à ce qu'on a vu ici. On peut faire beaucoup mieux en termes d'utilisation de l'argent, je pense. Ici, ce n'est pas très clair, mais c'est une étude qui compare le coût de tester et de conseiller quelqu'un pour le VIH, et dans plusieurs pays. Et ça varie entre, ça c'est en dollars américains, entre 3 et 1000 $. Pour faire la même chose. Et bien sûr, il y a toujours des économies d'échelle et tout, ça c'est clair, mais il n'est pas normal d'avoir ces écarts. Et donc là, on doit augmenter l'efficience de ce qu'on fait en utilisant, à mon avis, des techniques qui viennent du secteur privé, pour faire un meilleur rendement des budgets qu'on a. Et ça deviendra beaucoup plus important avec la crise économique actuelle. Il faudra utiliser aussi les moyens du bord. Aujourd'hui, si on veut atteindre les jeunes, ça va se faire par MTV dans certains contextes, par les Twitter, tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux, et pas par des grandes plancards. Encore une fois, nous sommes vraiment en arrière quand il s'agit de communication et d'influencer les comportements dont on est en santé publique. Il y a des efforts très intéressants qui se font en Afrique australe avec ce qu'on appelle Soul City et Love Life. Très direct, très controversé parce que ça utilise le langage et les normes des jeunes qu'on essaye d'atteindre. Il reste la question du leadership. Voici un exemple, c'est le président Museveni de l'Ouganda, grand leader dans la lutte contre le sida, avec en fait le premier succès, le premier impact en termes de prévention en Afrique. Mais maintenant, il y a une recrudescence du VIH, il y a eu une augmentation de nouvelles infections et il y a maintenant une proposition de rendre l'homosexualité un crime capital avec la peine de mort en Ouganda. Et donc, il n'y a pas... l'histoire n'est pas toujours du progrès. Et donc, il faudra continuer le leadership. Quand on voit la controverse actuelle en Afrique du Sud autour du président Zuma, même chose. Donc, pour moi, c'est une question fondamentale. Qui va prendre le leadership? J'en ai pas parlé et ça vaudrait en fait une leçon à part. C'est toute la question de la drogue et la réduction des risques. Parce qu'il n'y a qu'une chose qui soit pire que le sexe dans l'esprit de certains gens, ça c'est la drogue. Et que là, on sait ce qui marche, l'échange de seringues, le traitement de substitution, et pourtant dans les pays les plus affectés par l'épidémie du sida dans un milieu de drogue, c'est-à-dire dans les pays de l'ex-Union soviétique, à part l'Ukraine, il y a un refus total au niveau politique d'accepter ces moyens. Et ça tue beaucoup de gens. Même chose en Thaïlande, comme je l'ai dit. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire pour... il y a encore un grand travail politique à faire. Voilà, je m'arrête ici et ça, c'est ma photo préférée
d'une manifestation, mais bon, ça c'est... Donc, il y a encore un grand agenda sur lequel je vais revenir dans ma dernière leçon, et c'est-à-dire le long terme, une vision à long terme où la prévention prend une place particulière. Voilà, merci beaucoup, et si vous avez des questions, je suis là. Bon, merci.